Avez-vous déjà imaginé qu'une simple photographie ancienne puisse cacher un secret capable de bouleverser toute une vie? En 1948, dans un jardin tranquille près de Tours, un mariage apparemment parfait a été immortalisé. Mais derrière la mariée, à moitié dissimulée sous une glycine, se tenait un jeune valet, et ce que son regard révélait n'a été compris que des années plus tard. Un détail minuscule, invisible pour tous à l'époque, allait transformer ce cliché en énigme intime, un mystère qui n'a trouvé sa réponse qu'au fil du temps. Et aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de notre réalité, qui parle d'amour silencieux, de choix impossibles, et de ce que l'on sacrifie pour appartenir au monde qui nous entoure. Avant de commencer, si vous aimez les récits émouvants, profonds et pleins de sens, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Votre soutien permet que ces histoires continuent d'exister, et celle d'aujourd'hui porte une leçon que personne ne devrait oublier. Cette photographie de mariage, prise dans le jardin d'une propriété bourgeoise près de Tours en 1948, cache un secret que personne n'aurait pu imaginer. Au centre de l'image, Élise Marraine, 22 ans, regarde l'objectif avec une expression qui semble calme, presque sereine. À ses côtés, Adrien Delorme, son époux, sourit avec la satisfaction d'un homme qui vient d'obtenir exactement ce qu'il désirait. Mais si vous regardez attentivement, juste derrière la mariée, dans l'ombre d'une glycine, se tient un jeune homme en livrée sombre. Son regard ne fixe pas la caméra. Il observe quelque chose d'autre, quelque chose que seul lui pouvait voir à ce moment précis. Ce jeune homme s'appelait Luc Béraud, et cette photo capture le dernier instant où il put la regarder ainsi, avant que la vie ne l'oblige à l'effacer de son propre avenir. L'histoire commence 2 ans plus tôt, en 1946. La France tentait de panser ses plaies après l'occupation allemande. Dans le Val-de-Loire, les familles bourgeoises cherchaient à retrouver leur train de vie d'avant-guerre. La famille Marraine, propriétaire d'un antiquariat respecté, décida d'embaucher du personnel pour les aider dans cette reconstruction. C'est ainsi qu'un matin de mars, un jeune homme de 19 ans se présenta à leur porte. Luc Béraud avait perdu son père pendant la guerre, fusillé par les Allemands lors d'une rafle en 1944. Les registres paroissiaux de Tours confirment cette tragédie, une parmi tant d'autres dans une région marquée par l'occupation. Depuis, Luc soutenait seul sa mère, Jeanne Béraud, qui vivait dans une pension modeste du quartier Saint-Pierre, et dont la santé s'était considérablement détériorée. Lorsque Madame Marraine ouvrit la porte ce matin-là, elle vit un garçon au visage grave, aux mains calleuses, mais au regard droit. Il ne baissa pas les yeux quand elle lui parla. Il ne chercha pas à s'excuser d'exister. Il expliqua simplement sa situation avec une dignité qui impressionna la maîtresse de maison. Monsieur Marraine, qui observait depuis le salon, nota également cette qualité rare chez quelqu'un de si jeune. Après quelques questions sur son expérience, ils l'engagèrent pour s'occuper du jardin, aider aux tâches domestiques et recevoir les visiteurs de l'antiquariat. Le salaire était modeste, mais il incluait 2 repas par jour et une petite chambre au-dessus de l'écurie. Pour Luc, c'était une bouée de sauvetage. Les premières semaines, Luc travailla en silence. Il apprenait vite, ne se plaignait jamais, et accomplissait chaque tâche avec un soin méticuleux. Les marraines commencèrent à apprécier sa discrétion. Dans une maison qui valorisait les apparences et la tranquillité, Luc semblait être le parfait employé. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette même discrétion cachait une sensibilité qu'il avait appris à enfouir depuis la mort de son père. Luc observait tout, ressentait tout, mais ne montrait rien. C'est au début du mois d'avril que Luc vit Élise pour la première fois. Elle venait de rentrer de Paris, où elle avait étudié la couture pendant 2 ans. La guerre avait interrompu ses études, et ses parents lui avaient demandé de revenir les aider à la maison. Élise descendit du train de l'après-midi, portant une valise en cuir usé et un chapeau de feutre bleu. Luc l'aperçut depuis le jardin où il taillait les rosiers. Elle traversa l'allée en regardant autour d'elle, comme si elle redécouvrait un lieu qu'elle avait presque oublié. Quelque chose dans sa façon de marcher, dans la manière dont elle touchait les fleurs en passant, attira l'attention de Luc. Elle ne marchait pas comme les jeunes femmes de la bourgeoisie qu'il avait croisées.
Elle semblait plus présente, plus attentive aux détails. Leur première véritable interaction eut lieu quelques jours plus tard. Élise cherchait un livre dans la bibliothèque du salon quand elle entendit du bruit dans le couloir. Elle sortit et trouva Luc portant une pile de linge propre destinée aux chambres. Il s'arrêta en la voyant, attendant qu'elle passe. Mais Élise ne passa pas immédiatement. Elle le regarda une seconde de trop, juste assez pour que quelque chose d'inexplicable se produise. Ce n'était rien de conscient, rien qu'on pourrait nommer. Juste un instant où le temps sembla ralentir. « Bonjour », dit-elle simplement. « Bonjour, mademoiselle », répondit-il en inclinant légèrement la tête. Rien de plus. Mais ce bonjour résonna en eux bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Les semaines suivantes établirent une routine. Luc travaillait principalement dans le jardin et à l'atelier de l'antiquariat, où il aidait M. Marraine à restaurer des meubles anciens. Élise, de son côté, assistait sa mère dans les tâches ménagères et commençait à coudre pour quelques clientes locales. Leurs chemins se croisaient régulièrement, mais toujours brièvement. Un matin, Luc apportait du thé dans le salon pendant qu'Élise cousait près de la fenêtre. Elle leva les yeux et le remercia. Il répondit d'un hochement de tête. Des archives familiales retrouvées dans les années 80 montrent que la famille Marraine suivait encore à cette époque les traditions strictes de la bourgeoisie provinciale, où les employés devaient rester invisibles et silencieux. Luc connaissait parfaitement ces règles. Il ne cherchait jamais à prolonger les conversations. Mais malgré toute sa discipline, il ne pouvait empêcher son regard de s'attarder une fraction de seconde de plus quand Élise était présente. Élise, elle aussi, commençait à remarquer des détails. Luc ne parlait presque jamais, mais quand il le faisait, ses mots étaient choisis avec soin. Il avait une façon particulière de s'occuper des fleurs du jardin, comme s'il leur accordait une attention presque humaine. Un après-midi, elle le vit réparer une branche cassée d'un rosier avec une délicatesse surprenante. Il attacha la tige avec un morceau de tissu pour ne pas l'abîmer, puis l'arrosa doucement. Élise observa la scène depuis la fenêtre de sa chambre, sans vraiment comprendre pourquoi ce geste la touchait autant. Ce qui commença comme une simple cohabitation respectueuse évoluait lentement vers quelque chose de plus complexe. Aucun des deux ne le cherchait. Aucun des deux ne l'aurait même admis. Mais quelque chose grandissait dans le silence de cette maison bourgeoise, quelque chose que ni les convenances sociales ni la raison ne pourraient arrêter. Et ce qui allait se passer dans les mois suivants transformerait à jamais la vie de ces deux jeunes gens, les confrontant à un choix impossible entre devoir et désir, entre ce qui était attendu d'eux et ce que leur cœur murmurait en secret. Les petites attentions commencèrent de manière si subtile que personne ne les remarqua. Élise avait pris l'habitude de laisser des fruits dans la corbeille de la cuisine, toujours un peu plus que nécessaire. Elle ne le faisait pas consciemment, du moins c'est ce qu'elle se disait. Mais c'était toujours Luc qui les trouvait en premier, et elle le savait. De son côté, Luc avait développé une attention particulière aux détails qui concernaient Élise. Quand elle oubliait ses gants de jardinage près des rosiers, il les rapportait discrètement à l'atelier de couture. Quand elle laissait un livre sur le banc du jardin, il le mettait à l'abri avant la pluie. Jamais il ne le faisait ostensiblement. C'était comme s'il veillait sur elle sans qu'elle le sache, ou plutôt, sans qu'aucun des deux n'admette qu'elle le savait. Un matin de mai, alors que le printemps transformait le jardin en une explosion de couleurs, Madame Marraine demanda à Élise d'aller cueillir des fleurs sauvages qui poussaient dans le verger. Ces fleurs seraient teintes et utilisées pour décorer certaines pièces de l'antiquariat. Élise accepta avec plaisir. Elle aimait ces moments de solitude dans la nature. Mais au moment de partir, sa mère ajouta que Luc devrait l'accompagner pour porter le panier, car il serait trop lourd pour elle seule. Ils marchèrent côte à côte en silence pendant les premières minutes. Le verger se trouvait à environ 15 minutes de la maison, au-delà d'un petit bois de chêne. Le chemin était étroit, bordé de fougères et de fleurs sauvages. Élise respirait l'air frais du matin, essayant de ne pas penser au fait qu'elle était seule avec Luc pour la première fois. Finalement, ce fut lui qui brisa le silence. « Le printemps est magnifique cette année », dit-il simplement. « Oui », répondit-elle. « J'avais oublié à quel point ce lieu était beau.
Vous étiez parti longtemps? 2 ans à Paris. C'était différent. Plus bruyant, plus pressé. Vous ne regrettez pas? Élise hésita. C'était une question plus profonde qu'il n'y paraissait. Parfois, admit-elle. Mais il y a aussi des choses qu'on retrouve seulement en rentrant chez soi. Luc ne répondit pas, mais quelque chose dans son expression montra qu'il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Quand ils arrivèrent au verger, Élise commença à cueillir les fleurs avec soin, choisissant celles qui avaient la teinte la plus vive. Luc tenait le panier et l'observait travailler. Elle avait une façon particulière de toucher chaque fleur, comme si elle évaluait non seulement sa beauté, mais aussi sa fragilité. Au bout d'un moment, elle se retourna vers lui. « Vous pensez que je choisis bien ?» Il sourit légèrement, un sourire rare chez lui. « Je pense que vous avez l'œil pour la beauté. » La phrase resta suspendue entre eux. Élise sentit ses joues devenir chaudes, mais elle ne détourna pas le regard. C'est à ce moment précis qu'elle trébucha sur une racine qu'elle n'avait pas vue. Son pied glissa et elle perdit l'équilibre. Luc réagit instantanément, lâchant le panier pour la rattraper par le bras. Ses mains se refermèrent fermement autour de son coude, la stabilisant avant qu'elle ne tombe. Pendant une seconde, peut-être 2, ils restèrent ainsi, les mains de Luc sur son bras, les yeux d'Élise dans les siens. Le monde autour d'eux sembla disparaître. Ce n'était qu'un geste d'aide, rien de plus. Mais dans ce contact, dans cette proximité soudaine, quelque chose de plus grand se révéla. Quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait nommer, mais que tous deux ressentaient avec une intensité bouleversante. « Merci », murmura Élise. Luc la relâcha immédiatement, comme s'il venait de se brûler. « Faites attention, mademoiselle. » Ils reprirent la cueillette en silence, mais le silence n'était plus le même. Il était chargé d'une tension nouvelle, d'une conscience aiguë de la présence de l'autre. Quand ils rentrèrent à la maison, Madame Marraine remarqua que sa fille semblait distraite. Elle attribua cela à la fatigue de la promenade. Les jours suivants, Élise et Luc évitèrent soigneusement de se retrouver seuls. Mais cet évitement même trahissait quelque chose. On ne fuit que ce qui nous trouble. Et ce qui les troublait maintenant était devenu impossible à ignorer. Élise passait ses soirées à coudre près de la fenêtre, mais ses pensées dérivaient constamment vers le jardin où elle savait que Luc travaillait. Luc, de son côté, accomplissait ses tâches avec une concentration forcée, essayant de ne pas penser au fait qu'Élise était à quelques mètres de lui, de l'autre côté du mur. C'est durant cette période que les marraines reçurent la visite d'Adrien Delorme. Adrien était le fils unique d'Édouard Delorme, propriétaire d'une importante manufacture textile à Tours. Les deux familles se connaissaient depuis des années, et les Delorme avaient toujours été des clients fidèles de l'antiquariat Marraine. Adrien avait 26 ans, une éducation impeccable et l'assurance tranquille de ceux qui n'ont jamais eu à douter de leur place dans le monde. Quand il arriva ce dimanche après-midi pour le thé, Élise comprit immédiatement l'intention de la visite. Sa mère avait sorti la porcelaine fine. Son père portait son meilleur costume. Tout était orchestré avec une subtilité qui ne trompait personne. Adrien fut charmant. Il parla de Paris, des dernières expositions d'art, des projets de reconstruction de sa manufacture. Il s'intéressa poliment au travail de couture d'Élise, posant des questions intelligentes qui montraient qu'il avait fait l'effort de s'informer. Élise répondit avec courtoisie, reconnaissant objectivement qu'Adrien était un homme cultivé, agréable, parfaitement convenable. Mais quelque chose en elle résistait. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer à ses parents ni même à elle-même. Luc servit le thé cet après-midi-là. Il entra dans le salon avec le plateau d'argent, posa les tasses avec précision et se retira sans un mot. Mais pendant ces quelques secondes, ses yeux croisèrent ceux d'Élise. Et dans ce bref échange de regards, une question silencieuse fut posée. Une question à laquelle ni l'un ni l'autre ne pouvaient répondre. Les visites d'Adrien devinrent régulières. Chaque dimanche, il arrivait avec des fleurs, des livres ou de petits présents soigneusement choisis. Il courtisait Élise avec une patience méthodique, comme on construit une affaire. Les marraines étaient ravies. Adrien représentait exactement ce qu'ils souhaitaient pour leur fille. La sécurité, le prestige, un avenir confortable dans une France qui se reconstruisait difficilement. Des témoignages de l'époque,
retrouvée dans les correspondances privées de familles bourgeoises du Val-de-Loire, montre que ces mariages arrangés étaient encore la norme en 1946. L'amour était considéré comme quelque chose qui viendrait peut-être avec le temps, mais qui n'était certainement pas une condition préalable au mariage. Élise ne s'opposa pas ouvertement à la cour d'Adrien. Partie d'elle-même acceptait cette logique. Elle avait été élevée pour comprendre son rôle social. Elle savait ce qu'on attendait d'elle. Et Adrien n'était pas désagréable. Il était même, objectivement, un excellent parti. Mais il y avait ce verger. Il y avait ce moment où Luc l'avait rattrapé. Il y avait ces regards échangés en silence. Et tout cela créait en elle une division douloureuse entre ce qu'elle devait faire et ce qu'une partie d'elle désirait secrètement. Un soir de juin, alors qu'Élise cousait dans sa chambre, elle entendit la voix de sa mère dans l'escalier. Madame Marraine parlait avec son père du projet de fiançailles. Adrien avait demandé la permission de faire sa demande officielle dans les semaines à venir. Les parents d'Élise étaient d'accord. Tout était décidé. Élise posa son ouvrage et regarda par la fenêtre. Dans le jardin, sous la lumière déclinante du soir, elle aperçut Luc qui refermait la remise. Il leva les yeux vers sa fenêtre, comme s'il avait senti son regard. Pendant un long moment, ils se regardèrent ainsi, séparés par la distance, par les conventions, par tout ce qui rendait impossible ce qui aurait pu être. Et dans ce silence, dans cette distance, quelque chose se brisa doucement en eux. Les fiançailles furent annoncées un dimanche de juillet. Adrien offrit à Élise une bague en or blanc ornée d'un petit diamant, sobre et élégant. La famille Marraine organisa un déjeuner dans le jardin pour célébrer l'événement. Les Delorme vinrent avec du champagne et des pâtisseries de la meilleure boulangerie de Tours. Les conversations tournaient autour des projets d'avenir, de la date du mariage qui serait fixée pour le printemps suivant, de la maison qu'Adrien avait achetée dans le quartier Saint-Symphorien. Élise souriait au bon moment, répondait poliment, acceptait les félicitations. Mais quelque chose en elle était devenu étrangement silencieux. Luc servait à table ce jour-là. Il apportait les plats, remplissait les verres, disparaissait discrètement entre chaque service. Personne ne le regardait vraiment. Pour les invités, il n'était qu'une présence fonctionnelle, un élément du décor. Mais Élise le voyait. Elle voyait la tension dans ses épaules. Elle voyait la manière dont ses mains tremblaient imperceptiblement quand il posait les assiettes. Elle voyait qu'il ne levait plus les yeux vers elle, comme s'il s'était interdit ce dernier lien ténu qui les reliait encore. Après le déjeuner, quand les invités se dispersèrent dans le jardin pour profiter du beau temps, Élise s'éclipsa vers l'atelier de couture. Elle avait besoin de respirer, de se retrouver seule quelques instants. Elle s'assit près de la fenêtre et ferma les yeux. Dehors, elle entendait les rires, les conversations animées, le bruit familier d'un monde qui continuait comme si de rien n'était. Mais en elle, quelque chose criait silencieusement. Les semaines qui suivirent furent étranges. Élise se sentait comme divisée en deux personnes distinctes. Il y avait celle qui acceptait son destin, qui essayait de trouver du réconfort dans la sécurité que lui offrait Adrien, qui se préparait consciencieusement à devenir l'épouse d'un homme respectable. Et puis, il y avait l'autre, celle qui se réveillait la nuit avec un sentiment de perte inexplicable, celle qui cherchait malgré elle des occasions de croiser Luc, même de loin, même sans lui parler. Luc, de son côté, avait changé. Il accomplissait toujours ses tâches avec la même rigueur, mais quelque chose s'était éteint en lui. Il ne souriait plus. Il ne levait plus les yeux vers la fenêtre de la chambre d'Élise. Il travaillait comme un automate, efficace mais absent. Sa mère, Jeanne, qui venait parfois lui rendre visite le dimanche après-midi, remarqua ce changement. Les lettres qu'elle écrivit à sa sœur durant cette période, retrouvées dans les archives départementales d'Indre-et-Loire, témoignent de son inquiétude. Elle y décrivait son fils comme quelqu'un qui se serait vidé de sa joie de vivre, sans qu'elle puisse en comprendre la raison. Un mois avant le mariage, Élise décida de ranger l'atelier de couture. Elle voulait terminer toutes ses commandes en cours, avant de partir vivre chez Adrien. C'était une après-midi d'automne, et la lumière dorée entrait par les fenêtres, créant des ombres douces sur les murs. Élise travaillait en silence, pliant des tissus, rangeant des fils,
essayant de ne pas penser au fait que c'était peut-être la dernière fois qu'elle se trouvait dans cet espace qui avait été son refuge. C'est alors qu'elle entendit du bruit dans le couloir. Elle reconnut immédiatement les pas de Luc. Il transportait probablement du bois pour la cheminée du salon. Élise hésita une seconde, puis sortit dans le couloir. Luc s'arrêta en la voyant. Ils se retrouvèrent face à face, à quelques mètres l'un de l'autre, dans ce corridor étroit où personne ne pouvait les voir. « Luc », dit-elle doucement. Il ne répondit pas, mais son regard, pour la première fois depuis des semaines, rencontra le sien. « Vous êtes différent avec moi », continua-t-elle, « depuis l'annonce des fiançailles. » Il baissa les yeux sur le bois qu'il portait. « Je ne veux pas vous causer de problème, mademoiselle. Vous ne m'en causez pas. Si, j'en cause, juste en existant. » La phrase tomba entre eux comme une pierre dans l'eau, créant des cercles invisibles de vérité qui les touchèrent tous les deux. « Je ne comprends pas », murmura Élise, même si elle comprenait parfaitement. Luc posa le bois contre le mur et se redressa. Son visage était tendu, comme s'il luttait contre quelque chose de plus fort que lui. « Vous allez vous marier avec un homme bien. Vous allez avoir une belle vie. C'est ce qui doit arriver. Mais vous... » « Non, » la coupa-t-il doucement mais fermement. « Il ne peut pas y avoir de mais. Vous le savez aussi bien que moi. » Élise sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle savait qu'il avait raison. Elle savait que tout ce qui pouvait exister entre eux devait rester dans le domaine de l'impossible. Mais savoir quelque chose et l'accepter étaient deux choses différentes. « Je voulais juste vous dire, » reprit Luc d'une voix plus basse, « que je vous souhaite d'être heureuse. Vraiment heureuse. Vous le méritez plus que quiconque. » Ces mots étaient simples, presque banals, mais la manière dont il les prononça, avec cette sincérité absolue, brisa quelque chose en Élise. Elle comprit dans cet instant que Luc l'aimait. Il ne l'avait jamais dit, il ne le dirait jamais, mais c'était là, dans ses mots, dans son regard, dans cette façon qu'il avait de renoncer à elle pour son propre bien. « Merci », murmura-t-elle, incapable de dire autre chose. Luc reprit le bois et s'éloigna dans le couloir. Élise le regarda partir, et pour la première fois, elle se permit de pleurer. Elle pleura silencieusement, là, debout dans ce corridor vide, sur quelque chose qui n'avait jamais vraiment commencé, mais qui pourtant se terminait déjà. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs du mariage. La maison s'anima d'une activité fébrile. On commandait des fleurs, on essayait des robes, on discutait du menu, on établissait la liste des invités. Élise se laissait porter par ce tourbillon, participant mécaniquement à toutes ces décisions qui devaient, en théorie, la rendre heureuse. Adrien venait presque chaque jour, apportant de nouvelles idées, montrant des échantillons de tissus pour les rideaux de leur future maison, parlant de leur voyage de noces prévu à Nice. Il était attentionné, prévenant, exactement comme un futur époux devait l'être. Mais une nuit, quelques jours avant la cérémonie, Élise se réveilla en sursaut. Elle avait rêvé du verger, de ce moment où Luc l'avait rattrapée. Dans son rêve, il ne l'avait pas relâchée. Dans son rêve, elle s'était tournée vers lui et avait prononcé les mots qu'elle n'avait jamais osé dire. Et lui aussi avait parlé. Et pendant un instant, le monde avait été différent, un monde où les barrières sociales n'existaient pas, où l'amour pouvait simplement exister sans conséquence. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Le jardin était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par un croissant de lune. Elle savait que Luc dormait dans la petite chambre au-dessus de l'écurie. Elle se demanda s'il dormait vraiment ou s'il était éveillé comme elle, perdu dans des pensées qui n'auraient jamais dû naître. Elle posa sa main contre la vitre froide et ferma les yeux. Dans 3 jours, elle porterait une robe blanche. Dans 3 jours, elle dirait oui à Adrien devant Dieu et devant les hommes. Dans 3 jours, elle deviendrait Madame Delorme et quitterait cette maison pour toujours. Et Luc resterait ici, dans ce jardin, continuant à tailler les rosiers, à porter le bois, à exister dans l'ombre d'une vie qui ne serait jamais la sienne. Le matin du mariage arriva plus vite qu'Élise ne l'aurait imaginé. La maison bruissait d'activité dès l'aube. Les fleuristes installaient les compositions dans le jardin. Le traiteur préparait le buffet.
La couturière effectuait les derniers ajustements de la robe. Élise se laissa habiller, coiffer, maquiller, comme une poupée qu'on prépare pour une vitrine. Elle regardait son reflet dans le miroir et ne se reconnaissait pas vraiment. Cette femme en blanc, avec ce voile délicat et ce bouquet de fleurs des champs, ressemblait à ce qu'une mariée devait être. Mais en dedans, elle se sentait étrangement vide. C'est alors qu'on frappa à sa porte. Sa mère entra, les yeux brillants d'émotion. « Tu es magnifique, ma chérie. »« Merci, maman. »« Il est temps. Les invités sont tous là. Adrien t'attend. » Élise prit une profonde inspiration et se leva. C'était le moment où sa vie basculerait définitivement dans une direction dont elle ne pourrait plus revenir. La cérémonie se déroula dans l'église Saint-Julien, une petite église de pierre située à quelques kilomètres de la propriété des marraines. Les bancs étaient remplis d'invités en tenue d'apparat. Les vitraux projetaient des éclats de lumière colorés sur l'assemblée. L'orgue jouait une marche nuptiale solennelle. Élise avança dans l'allée centrale au bras de son père, chaque pas la rapprochant de l'autel où Adrien l'attendait avec un sourire confiant. Elle regardait droit devant elle, s'efforçant de rester présente, de ne pas se laisser emporter par les pensées qui tourbillonnaient dans sa tête. Quand le prêtre demanda si elle prenait Adrien pour époux, elle répondit oui. Sa voix était claire, sans hésitation. Elle avait fait son choix, ou plutôt, le choix avait été fait pour elle il y a longtemps, bien avant qu'elle ne comprenne ce que cela signifiait vraiment. Les alliances furent échangées. Le prêtre les déclara mari et femme. L'assemblée applaudit. Et ainsi, en moins d'une heure, Élise Marraine devint Élise Delorme. Le cortège retourna à la propriété des marraines pour la réception. Le jardin avait été magnifiquement décoré. Des tables couvertes de nappes blanches étaient disposées sous les arbres. Des guirlandes de fleurs pendèrent des branches. Un petit orchestre jouait de la musique légère. C'était exactement le genre de mariage que les familles bourgeoises organisaient en cette période de reconstruction, essayant de retrouver une normalité, une élégance qui avait disparu pendant les années d'occupation. Des chroniques sociales de l'époque, publiées dans le Courrier de Tours, décrivent avec précision ce type de célébration qui marquait le retour d'une certaine prospérité dans la région. Élise circulait parmi les invités, acceptant les félicitations, remerciant pour les cadeaux, souriant comme on attendait d'elle qu'elle sourie. Adrien restait à ses côtés, sa main posée possessivement dans le creux de son dos. Il rayonnait de satisfaction, présentant fièrement sa nouvelle épouse à tous ceux qui s'approchaient. Pour lui, cette journée était une réussite totale. Il avait obtenu exactement ce qu'il voulait. C'est alors que le photographe, M. Renaud, un professionnel que les marraines avaient engagé pour immortaliser l'événement, s'approcha du couple. « Il est temps pour la photographie officielle », annonça-t-il. « J'ai trouvé un très bel endroit dans le jardin, près de la glycine. La lumière y est parfaite. » Ils suivirent le photographe jusqu'à l'endroit désigné. C'était effectivement un cadre magnifique, avec la glycine en fleurs créant un arrière-plan romantique. Monsieur Renaud positionna Élise et Adrien avec soin, ajustant l'angle, vérifiant la lumière. Puis il eut une idée. « Vous savez, » dit-il en s'adressant à Madame Marraine qui les accompagnait, « il existe une vieille tradition dans la région de Tours. On inclut dans la photographie de mariage les membres du personnel de la maison. C'est une façon de reconnaître leur contribution à la famille. Ce serait charmant, non ?» Madame Marraine approuva immédiatement. C'était effectivement une coutume que certaines familles conservaient, un vestige d'une époque où les relations entre employeurs et employés étaient régies par un certain paternalisme. Elle fit signe à la cuisinière, à la femme de chambre et à Luc de venir se placer derrière les mariés. Luc était resté à l'écart toute la journée. Il avait aidé à installer les tables le matin, puis s'était occupé de tâches secondaires, évitant soigneusement de se retrouver là où Élise pourrait le voir. Mais maintenant, on lui demandait de venir. Il ne pouvait pas refuser sans paraître étrange. Il s'avança lentement, revêtu de sa livrée sombre et de ses gants blancs, et se plaça légèrement en retrait, dans l'ombre de la glycine. Le photographe ajusta encore une fois la composition. Élise se tenait au centre, son bouquet de fleurs des champs à la main, son voile retombant doucement sur ses épaules. Adrien était à sa gauche,
souriant avec l'assurance de celui qui vient de conclure une excellente affaire. Et derrière elle, à peine visible dans l'ombre des fleurs mauves, se tenait Luc. « Très bien, » dit M. Renaud. « Restez immobile, ne bougez plus. » Il se plaça derrière son appareil, ajusta l'objectif et leva la main pour indiquer qu'il allait prendre la photo. À cet instant précis, quelque chose d'étrange se produisit. Élise sentit la présence de Luc derrière elle. Elle ne le voyait pas, mais elle savait qu'il était là. Elle savait qu'il la regardait. Et malgré tous ses efforts pour rester droite, pour maintenir son sourire de mariée, quelque chose céda en elle. Une larme unique roula sur sa joue. Elle tenta de la retenir, mais il était trop tard. Luc, de son côté, regardait fixement la nuque d'Élise. Il regardait les fleurs dans ses cheveux, la courbe délicate de son cou, la manière dont la lumière jouait sur le tissu de sa robe. Il mémorisait chaque détail, sachant que c'était la dernière fois qu'il pourrait la voir ainsi, sachant que dans quelques heures, elle partirait, et qu'il ne la reverrait probablement jamais. Son visage restait neutre, professionnel, mais ses yeux trahissaient tout ce qu'il avait passé des mois à cacher. Si quelqu'un avait pris le temps de vraiment le regarder à ce moment-là, il aurait vu la douleur pure, non filtrée, d'un amour impossible qui se consumait silencieusement. Le flash se déclencha. Le moment fut capturé. Cette fraction de seconde où Élise pleurait en silence et où Luc la regardait, comme on regarde quelque chose qu'on est en train de perdre définitivement. Monsieur Renaud, concentré sur les aspects techniques de son travail, ne remarqua rien d'inhabituel. Il remercia tout le monde et passa à d'autres photos. Les invités continuèrent à profiter de la fête. L'orchestre jouait. On servait du champagne. On dansait. Élise et Adrien ouvrirent le bal traditionnel tournant gracieusement sous les applaudissements. Adrien murmurait des mots tendres à l'oreille de sa femme. Elle répondait par des sourires mécaniques, présente physiquement mais absente intérieurement. Vers la fin de l'après-midi, alors que la lumière commençait à décliner, Élise s'échappa quelques minutes vers l'atelier de couture. Elle avait besoin de respirer, de se retrouver seule. Elle ferma la porte derrière elle et s'appuya contre le mur, fermant les yeux. C'est alors qu'elle entendit un bruit léger. Elle se retourna et vit Luc debout dans l'embrasure de la porte. Il tenait une caisse de bois vide dans les mains. « Pardon, madame », dit-il en utilisant pour la première fois ce titre qui créait entre eux une distance officielle. « Je ne savais pas que vous étiez ici. Je venais chercher du matériel. »« Ce n'est rien », répondit-elle doucement. Ils se regardèrent en silence pendant un long moment. Il y avait tant de choses à dire et en même temps, rien qui puisse être dit. Finalement, Luc posa la caisse et fit un pas vers elle. « Je pars demain », annonça-t-il. « Vous partez ? Monsieur Delors m'a demandé que je sois renvoyé. Il ne veut pas de jeunes employés masculins dans la propriété maintenant que vous êtes mariés. » C'est compréhensible. Élise sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'Adrien était possessif, mais elle n'avait pas imaginé qu'il irait jusque-là. « Où allez-vous ? » ?»« Je ne sais pas encore. Probablement à Paris. J'ai un cousin qui travaille dans une menuiserie. Il pourra peut-être me trouver quelque chose. Je suis désolé. » Luc secoua la tête. « Ne soyez pas désolé. C'est mieux ainsi. Pour vous, pour moi, pour tout le monde. » Il marqua une pause puis ajouta d'une voix plus basse. « Je voulais juste vous dire, avant de partir, que ces 2 années ont été les plus belles de ma vie, même si je n'ai jamais pu vous le montrer, même si rien n'était possible. Juste être près de vous, vous voir sourire, entendre votre voix, c'était suffisant pour moi. Luc, non, laissez-moi finir. Je ne vous reverrai probablement jamais. Alors je veux que vous sachiez que si j'avais pu choisir, si le monde avait été différent, si j'avais été quelqu'un d'autre, c'est vous que j'aurais choisi. Toujours vous. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de tout ce qui ne serait jamais. Élise sentit les larmes couler librement sur ses joues. Elle ne les retint pas cette fois. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « Moi aussi. Je vous aurais choisi. » C'était la première et la dernière fois qu'il s'avouait cette vérité. Une vérité qui ne changerait rien mais qui, au moins, avait été dite. Luc fit un pas en arrière, comme pour se forcer à partir.
Soyez heureuse, Élise. S'il vous plaît, soyez heureuse. » Il utilisa son prénom pour la première et dernière fois. Puis il tourna les talons et sortit de la pièce, emportant avec lui tout ce qui aurait pu être et ne serait jamais. Le lendemain du mariage, quand Élise se réveilla dans la maison d'Adrien, la première pensée qui lui vint fut que Luc était déjà parti. Il avait quitté la propriété des Marraines à l'aube, emportant avec lui sa petite valise et la caisse d'outils qu'il avait accumulée au fil des années. Personne ne lui avait dit au revoir. C'était ainsi que les choses se passaient. Les employés arrivaient et partaient sans cérémonie, comme des ombres qui traversèrent la vie des maisons bourgeoises sans laisser de traces visibles. Mais Luc avait laissé une trace, même si personne ne la voyait encore. Il avait laissé une empreinte dans le cœur d'Élise, une marque invisible qui ne s'effacerait jamais complètement. Les premiers mois de son mariage furent étranges pour Élise. Adrien était un mari attentionné, généreux, qui s'assurait qu'elle ne manquait de rien. Il lui achetait de belles robes, l'emmenait au théâtre, organisait des dîners avec leurs amis. Il parlait de l'avenir, des enfants qu'ils auraient, de la vie qu'ils construiraient ensemble. Et Élise jouait son rôle avec application, essayant de devenir la femme qu'elle était censée être. Mais la nuit, quand Adrien dormait à ses côtés, elle se surprenait à penser au jardin des Marraines, au rosier que Luc taillait avec tant de soin, à ce moment dans le verger où il l'avait rattrapé. Ses souvenirs étaient devenus comme un film qu'elle rejouait mentalement, une version alternative de sa vie qui existait quelque part dans le domaine des possibles non réalisés. 3 ans passèrent. En 1951, Élise donna naissance à une fille qu'elle prénomma Sophie. L'arrivée de cet enfant changea quelque chose en elle. Sophie avait les yeux curieux, une manière d'observer le monde qui rappelait à Élise sa propre jeunesse. En tenant sa fille dans ses bras, Élise comprit qu'elle devait faire un choix conscient. Elle pouvait passer sa vie à regretter ce qui n'avait pas été, ou elle pouvait accepter ce qui était, et trouver une forme de paix dans cette acceptation. Elle choisit la paix. Pas une paix joyeuse, pas une paix sans ombre, mais une paix pragmatique, celle que tant de femmes de son époque avaient dû trouver, coincée entre le désir et le devoir. Elle se concentra sur sa fille, sur la création d'un foyer stable, sur les petites joies quotidiennes qui rendaient la vie supportable. Adrien, de son côté, ne sut jamais vraiment ce qui habitait le cœur de sa femme. Il la trouvait parfois distraite, mélancolique même, mais il attribuait cela au tempérament naturel d'Élise. Il ne chercha jamais plus profond. Peut-être ne voulait-il pas savoir. Peut-être préférait-il croire à l'image de surface, plutôt que de confronter ce qui se cachait dessous. L'année 1956 marqua un tournant inattendu. Sophie avait 5 ans, et Élise l'emmenait régulièrement visiter ses parents dans leur propriété. L'antiquariat continuait de prospérer, et M. Marraine avait récemment acquis de nouvelles pièces pour sa collection. Un après-midi de printemps, alors qu'Élise parcourait la boutique pendant que sa mère s'occupait de Sophie dans le jardin, quelque chose attira son attention. C'était une petite moldure en bois, délicatement travaillée, ornée d'un motif de fleurs des champs. Le travail était d'une finesse exceptionnelle. Chaque pétale semblait avoir été sculpté avec amour, avec une attention presque obsessionnelle aux détails. Élise prit la moldure dans ses mains et sentit immédiatement que c'était différent des autres pièces de la boutique. Il y avait quelque chose de personnel dans cette création, quelque chose qui dépassait la simple expertise artisanale. Elle retourna la moldure et vit gravé très discrètement dans le bois des initiales. L.B. Son cœur se mit à battre plus vite. Luc Béraud. C'était son travail. Il avait créé cette moldure. Elle demanda à son père d'où elle venait. Monsieur Marraine consulta ses registres. La pièce avait été achetée à un menuisier de Paris nommé Luc Béraud, qui s'était fait une petite réputation pour la qualité exceptionnelle de son travail sur bois. Il avait ouvert son propre atelier dans le Marais quelques années auparavant et restaurait des meubles anciens pour des antiquaires et des collectionneurs. Les carnets de commandes retrouvés dans les archives de la Chambre des métiers de Paris confirment effectivement l'existence de cet atelier et la progression remarquable de Luc dans son métier. Élise tint la moldure contre son cœur. Luc avait survécu. Il avait trouvé sa voie. Il avait transformé tout ce qu'il portait en lui en quelque chose de beau.
Cette découverte la bouleversa plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Pendant toutes ces années, elle s'était demandé ce qu'il était devenu, s'il pensait encore à elle, s'il avait trouvé un peu de bonheur quelque part. Et maintenant, elle tenait dans ses mains la preuve qu'il vivait, qu'il créait, qu'il continuait. « Je voudrais acheter cette moldure », dit-elle à son père. « Bien sûr, ma chérie. Je te la donne. Considère ça comme un cadeau. » Élise rentra chez elle avec la moldure soigneusement emballée. Le soir même, après qu'Adrien fut endormi, elle monta au grenier où elle conservait quelques objets personnels. Elle fouilla dans une vieille malle jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. La photographie de son mariage. Elle ne l'avait pas regardée depuis des années. Elle l'avait rangée immédiatement après la réception, incapable de supporter ce qu'elle voyait dedans. Mais maintenant, avec le recul du temps, avec la moldure de Luc dans les mains, elle se sentait prête à l'affronter. Elle déplia soigneusement la photographie. Et là, elle le vit. Luc derrière elle, légèrement dans l'ombre de la glycine. Son visage était neutre pour quiconque regardait distraitement. Mais Élise, elle, voyait tout ce que ce visage cachait. Elle voyait la douleur silencieuse. Elle voyait l'amour contenu. Elle voyait tout ce qu'il n'avait jamais pu dire. Et elle voyait aussi son propre visage. Cette larme sur sa joue que le photographe avait capturée sans le savoir. Cette expression qui trahissait tout ce qu'elle essayait de cacher. Élise plaça délicatement la photographie dans la moldure que Luc avait créée. L'ajustement était parfait, comme si cette moldure avait été faite exactement pour cela. Elle contempla l'ensemble pendant un long moment. Ce n'était pas un acte de nostalgie morbide. Ce n'était pas un refus d'avancer. C'était quelque chose de différent. C'était une façon d'honorer ce qui avait été, même si ça n'avait jamais pu s'épanouir. C'était une façon de dire que cet amour, même impossible, même jamais vécu, avait compté. Qu'il avait existé. Qu'il avait eu de la valeur. Elle descendit la moldure encadrée et la plaça dans sa chambre de couture. Un petit espace personnel que même Adrien respectait. Là, dans ce lieu qui n'appartenait qu'à elle, la photographie trouva sa place définitive. Les années continuèrent à passer. Sophie grandit, devint une jeune femme intelligente et curieuse. Élise vieillit avec une grâce tranquille, ayant trouvé une forme d'équilibre entre ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle aurait voulu vivre. Elle ne fut jamais passionnément heureuse avec Adrien, mais elle ne fut pas malheureuse non plus. Elle créa une vie qui avait du sens, remplie de petites joies, d'attention à sa fille, de création artistique à travers la couture. En 1978, alors qu'Élise avait 52 ans, elle apprit par hasard que Luc était décédé. Un de ses anciens collègues mentionna sa mort lors d'une conversation avec Monsieur Marraine. Luc avait vécu seul, sans jamais s'être marié. Il avait consacré sa vie à son métier, créant des pièces d'une beauté exceptionnelle qui ornaient maintenant des maisons et des musées, à travers toute la France. Quand il était mort paisiblement dans son sommeil, on avait trouvé dans son atelier des dizaines de moldures similaires à celles qu'Élise possédait, toutes ornées de fleurs des champs, toutes signées L. B. Élise pleura en apprenant cette nouvelle. Elle pleura pour ce qui aurait pu être. Elle pleura pour cet homme bon qui avait transformé sa douleur en beauté. Elle pleura pour toutes les années qu'il n'avait pas partagées. Mais elle pleura aussi avec gratitude. Gratitude pour ces 2 années où ils s'étaient reconnus. Gratitude pour ce moment dans le verger. Gratitude pour ces quelques mots échangés le jour de son mariage. Gratitude pour cette moldure qui prouvait que même séparés, même dans des vies parallèles, ils avaient continué à exister l'un pour l'autre d'une certaine manière. Quand Sophie, devenue adulte, découvrit la photographie encadrée dans l'atelier de sa mère, elle demanda qui était le jeune homme derrière la mariée. Élise hésita un long moment avant de répondre. « C'était quelqu'un qui travaillait pour ma famille », dit-elle finalement. « Quelqu'un de bien. Quelqu'un qui m'a appris qu'on peut aimer avec dignité, même quand cet amour n'a aucun avenir. » Sophie regarda la photographie avec attention. Elle vit la larme sur la joue de sa mère. Elle vit le regard de Luc, et elle comprit, avec la sensibilité de ceux qui ont eux-mêmes aimé, qu'il y avait là une histoire plus profonde que ce que les mots pouvaient exprimer. Cette photographie, dans sa moldure de bois ornée de fleurs des champs, reste aujourd'hui dans la famille.
Elle n'a jamais été exposée dans un musée. Elle n'a jamais fait l'objet d'articles historiques. Elle est simplement restée là, dans l'intimité d'une maison, gardienne silencieuse d'un amour qui n'a jamais pu se vivre, mais qui, malgré tout, a transformé deux vies. Car parfois, les histoires les plus belles ne sont pas celles des amours triomphants, mais celles des amours silencieux qui ont enseigné la dignité, le respect et la capacité de transformer la douleur en quelque chose de précieux. Luc a transformé son amour impossible en art. Élise a transformé le sien en acceptation et en paix. Et tous deux ont prouvé qu'aimer vraiment, ce n'est pas toujours posséder, mais parfois simplement honorer ce qui existe, même de loin, même en silence, même pour toujours. La vie leur a refusé d'être ensemble, mais elle ne leur a jamais refusé d'avoir aimé. Et dans cette nuance réside toute la beauté tragique et rédemptrice de leur histoire. Et même si cette histoire est fictionnelle, elle nous rappelle quelque chose de profondément vrai. Parfois, les amours impossibles ne disparaissent pas. Ils se transforment. Ils deviennent dignité, respect, silence, et peut-être même une forme de beauté. Aimer, ce n'est pas toujours conquérir. C'est parfois accepter, honorer et laisser l'autre suivre son chemin. L'histoire d'Élise et de Luc montre que même ce qui ne peut pas être vécu peut encore donner sens, force et humanité. Et vous, qu'avez-vous appris de cette relation que le monde n'a jamais laissé éclore? Croyez-vous que certains sentiments, même tus, peuvent changer une vie entière? Avez-vous déjà vu une photographie ancienne qui portait en elle un secret que personne n'avait osé nommer? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires le mot « mémoire silencieuse » pour montrer que vous avez accompagné cette histoire jusqu'à sa dernière nuance. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez, et si vous le souhaitez, partagez une histoire familiale ancienne, un souvenir de vos parents ou grands-parents, un fragment du passé qui pourrait, un jour, inspirer une nouvelle narration sur ce canal. Merci d'avance pour cette confiance précieuse. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de partager ou de laisser un commentaire. Et surtout, cliquez sur le prochain épisode. D'autres récits vous attendent, avec leurs propres silences, secrets et vérités.